C'est un nouveau numéro de votre magazine Entretien, magazine qui traite les questions notamment d'actualité. Et pour ce nouveau numéro, on va parler à nouveau actualité. Vous le savez, il y a eu un informateur, il y a une première ministre qui a été nommée, qui consulte. Entre-temps, l'on attend la nouvelle équipe gouvernementale et du côté de l'Assemblée nationale, l'on attend également l'élection du bureau définitif. On va parler de toutes ces questions avec notre invité. Il est avocat au barreau de Kinshasa, Gombe, membre de l'UNC, le parti de Vital Kamerhe. Il est également assistant à la faculté de droit à l'université de Kinshasa. Childéric Ndossa, bienvenue à vous. Merci Alino pour l'invitation. C'est pas une première fois, vous devenez de plus en plus un habitué des plateaux de Digital Congo, acteur politique surtout. Absolument. Une question peut-être que je ne vous ai jamais imposée, faire de la politique en RDC, y a-t-il un avantage? Bon, écoutez, moi je me suis déjà personnellement engagé dans cette vie politique. C'est pour que ces pays puissent changer, parce que nous avons l'habitude de voyager généralement à l'étranger. Nous voyons qu'il y a un télescopage entre surtout la RDC et d'autres pays. Alors, deux mondes différents. Des mondes différents. Avec un très grand écart de développement. Absolument, c'est pourquoi moi personnellement j'ai décidé de faire la politique pour apporter une nouvelle pierre à l'édifice pour les départs de ces pays. Mais il faut aussi savoir que je ne viens pas en politique extra-popto. Je suis dans une linéaire d'une famille politique. Mon père a été administrateur du territoire pendant 10 ans. Vous savez que c'est politique. Je suis dans cette famille et c'est une sacerdoce. Vous êtes originaire d'ailleurs de l'espace Grand Bandundu. Absolument. Ça, c'est une sacerdoce pour moi. Et voilà pourquoi je me suis engagé. Et derrière le parti cher à l'honorable Vital Kamerhe, à qui je salue, qui m'a confié la responsabilité de responsable de la communication de tous les mouvements associatifs de l'Union pour la nation congolaise. Mais il ne faut pas oublier aussi que la politique, aujourd'hui en RDC, c'est en politique où on paye mieux. Bon, écoutez, Alino, moi je suis avocat. Hormis être avocat, je suis enseignant des droits. Voilà, donc je ne viens pas en politique pour prendre la politique comme un travail à temps plein, non. Je suis d'abord avocat, je suis enseignant, mais nous avions dit on ne peut pas imprimer l'inquiry pour la constitution de ces pays. Voilà pourquoi je me suis engagé activement autour d'idéologie, autour d'une vision qui est la vision chère à l'honorable Vital Kamerhe et l'INC qui est un grand parti que vous connaissez, deuxième force politique au niveau législatif à la Chambre, au niveau législatif au Parlement. Quelqu'un a dit que lorsqu'on vient en politique et qu'on veut être riche, on va finir par devenir voleur. On doit venir en politique pour servir et vivre des miettes, mais pas s'enrichir. Parce que ceux qui s'enrichissent en politique, selon une certaine opinion, en majorité, ce sont des personnes, excusez-moi le terme, qui détournent, qui deviennent voleurs. Ben écoutez, c'est là où je disais que c'est une sacerdoce pour moi. Et que, avant d'ailleurs d'être politique, moi je suis un avocat, j'ai mes dossiers, j'enseigne. Vous arrivez à vivre voilà, j'ai déjà une vie. Donc aujourd'hui, ne pas être ministre ne sera pas un regret. À la différence de ceux qui prennent la politique comme toute une profession. S'il n'est pas ministre, il n'est plus en bonne santé, il est pensif. C'est pourquoi il faut avoir un travail déjà au départ. Parce que la mission d'être membre du gouvernement ou chef d'une entreprise de l'État ou membre du cabinet du chef de l'État, c'est de servir d'abord la République. Mais vous devez aussi avoir un travail. Et ce travail vous permet, si vous n'êtes pas ministre, parce que vous n'êtes pas éternel intelligent, il y a ce qu'on appelle l'alternance dans la vie. Aujourd'hui, ces régimes peuvent partir à un nouveau régime. Et tout change dans la vie. Et la vie est évolutive. Il ne faut pas seulement se camponner et penser si vous n'êtes plus mandataire, si vous ne dormez plus bien, vous devenez pensif. C'est ce qui est très mauvais. Vous devez savoir, lorsqu'on vous donne les responsabilités, c'est pour servir la République. Pour que ces pays deviennent aussi un pays convoité du point de vue tourisme. Et que les gens aient cette obsession de venir en République démocratique du Congo de par l'essence de ceux qui assument des fonctions étatiques. Ce n'est pas parce que à tout moment chercher à être un ministre, comme si la République vous appartenait.
Alors, actualité oblige, c'est l'heure où chacun s'oppositionne. Vous le savez, après les élections générales de 2023, il est vrai que pour les gouverneurs et vice-gouverneurs, c'est pour bientôt, sénateurs également, mais il y a eu élection pour les députés nationaux, députés provinciaux, présidentiels d'ailleurs. On est en attente d'un nouveau gouvernement. La première ministre a été nommée pour une première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo. C'est une femme qui va diriger le prochain gouvernement de la République. Comment appréciez-vous le choix? Écoutez, le président de la République, comme je le disais, il agit dans son pouvoir discrétionnaire de façon souveraine. Avant d'ailleurs de nommer Madame Judith Suminwa comme première ministre dans ces pays, les chefs d'État ne l'a pas fait de façon irréfléchie. Il y a tout un travail de terrain qui se fait par des services et d'autres cabinets privés qui pressent les profils, et en fait rapport au président de la République. Moi, je pense que Mme Suminwa, de par son CV académique, vous le savez, elle a un CV très bien garni. Et à part ça, ce n'est pas quelqu'un qui vient comme Premier ministre ex-abrupto, comme un cheveu dans la soupe. Elle a travaillé dans le système des Nations Unies, PNID. Elle a été conseillère au ministère du Budget. Elle a été à la présidence également. À la présidence de la République. Et elle a été ministre du plan, c'est-à-dire c'est pas une novice. C'est quelqu'un qui a la maîtrise de la gestion de la chose publique. C'est pourquoi le président de la République a confié cette responsabilité. Le problème n'est pas de voir côté féminin, mais le problème c'est de voir la compétence et la vision. Madame Suminwa est le chef du gouvernement. Il y a une vision à matérialiser. Cette vision, c'est la vision du président de la République. Voilà. Donc, alors, compte tenu de son parcours, vous estimez qu'elle sera à la hauteur en tant que chef du gouvernement? Écoutez, nous devons d'abord attendre que Madame puisse commencer à travailler, à installer son gouvernement, proposer déjà les programmes du gouvernement. On doit éviter surtout à faire des prémonitions négatives autour de sa personne. Attendons voir. Personne n'est Dieu. C'est le Dieu, c'est ce qui va arriver demain. Mais moi, j'ai la foi et la confiance que cette nomination n'était pas une nomination hasardeuse. Je suis très certain. Pas une nomination non plus complaisante pour faire plaisir aux femmes. Non, pas pour faire plaisir. Puisque le chef d'État est appelé champion de la masculinité positive. Nous sommes dans un État à la dimensionnalité africaine. Alors, vous pensez que le chef d'État, avant de nommer Mme Suminwa, c'était une nomination, excusez-moi pour cette redondance, une nomination hasardeuse? Je ne pense pas. C'était une nomination réfléchie. C'est là où je vous dis, même lorsqu'on parle de pouvoir discrétionnaire, le chef de l'État est aussi bité à ce qu'on appelle en droit administratif à la compétence liée. La compétence liée voulait tout simplement dire qu'avant de vous désigner ministre ou chef d'une entreprise, le chef de l'État est soumis au rapport des services d'intelligence, les services de sécurité, qui enquêtent dans les chefs de la personne qu'on veut attribuer des fonctions étatiques. Moi, je crois que le service d'intelligence, les services de sécurité ont fait un travail de titan. Et après ce travail, les chefs d'État étaient dans les devoirs de désigner Mme Suminwa comme chef du gouvernement. Ce n'est pas fait de façon hasardeuse. De toute façon, vous l'avez dit, elle a quand même un CV, elle a un CV garni. Non, mais elle a été ministre. Elle a étudié en Belgique. Elle est économiste très sérieuse. Elle a été ministre, membre du cabinet du chef de l'État. Elle a travaillé dans le système des Nations Unies. Il faut savoir que le système des Nations Unies, on ne recrute pas les gens comme ça. On recrute sur base d'atouts, sur base de compétences. Et lorsque le chef d'État désigne Mme Suminwa, moi, en tout cas après avoir suivi, comme je ne la connaissais pas trop, après avoir suivi son CV, je m'étais dit, ça c'est le choix de la raison. Et faisons confiance. On doit éviter dans ces pays, à tout moment, lorsqu'on confie à quelqu'un une responsabilité, de tomber dans les ragots, dans les débats des bas étages, et de faire des prémonitions négatives, c'est ce qui est mauvais. Elle a été ministre, attendons voir. Je sais qu'elle est aussi exigeante, et je crois qu'elle aura une équipe de techniciens, une équipe de managers, des gens qui ont de l'expérience, qui vont l'accompagner. Je crois bien qu'elle va bien travailler, et les signaux seront aussi
positif. Alors, Kabouya, informateur, Judith Souminois, formatrice, on peut le dire comme ça, parce que c'est elle la première ministre, elle est en train de consulter. La Constitution veut que la procédure soit celle-là, pour aboutir à la mise en place d'un premier gouvernement dès lors qu'un quinquennat débute, mais ça prend beaucoup de temps. Est-ce que c'est pas de trop? Bon, écoutez, il y a déjà une démarcation. Le chef de l'État, lorsqu'il désigne le secrétaire général de l'IPS, Honorable Kabouya, comme informateur, ici, la mission a été d'identifier la majorité. Focus parlement, au niveau de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale, d'identifier la majorité. C'est après avoir identifié cette majorité que le chef de l'État a désigné le chef du gouvernement. Maintenant, Mme Simeon, son rôle n'est pas d'identifier la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Parlement. Son rôle est aujourd'hui de consulter les politiques, les acteurs politiques qui sont membres de l'Union sacrée. Vous savez que la politique, ce n'est pas un monde de cadeaux. Elle veut savoir, vous, dans tel regroupement, il faut m'amener la liste. Mais voici les exigences. Ce n'était pas ça le rôle de l'informateur. L'informateur, son rôle était d'identifier la majorité. Mais ici, le rôle de Madame, chef du gouvernement, est de voir les profils, d'échanger, de soumettre au chef des partis politiques qui sont membres de l'Union sacrée certaines conditionnalités. Elle a reçu aussi les organisations féminines. Elle reçoit d'ailleurs bien évidemment, depuis samedi. Bien évidemment, pour avoir la maîtrise des conditionnalités de ceux qui seront ministres. Elle a cette exigence. Écoutez aussi les autres. Écoutez aussi les autres. Suivre aussi les conseils. Quelques directives. C'est ça le rôle. Donc on doit éviter à faire... Mais cependant, en fait, ce que les gens dénoncent, c'est le temps. C'est vrai que l'informateur, bien évidemment, à 30 jours fois 2, il a fait moins d'un mois. Bien évidemment, moi je ne condamne pas. Moi je pense que, vu la dimensionnalité de ces pays, vu les problèmes sécuritaires que nous avons, il ne fallait pas nous désigner un gouvernement de précipitation. Il fallait un gouvernement de filtrage. Il faut des acteurs aussi d'envergure. C'est pourquoi, comme chef du gouvernement, elle devait d'abord bien calquer les profils de ceux qui seront membres du gouvernement. Certes que les gens disent que la République semble être bloquée, faute d'un gouvernement. Moi, je crois que de la semaine prochaine, si ce n'est pas cette semaine, nous allons déjà connaître... de toute façon, il n'y a pas de vide juridique, il y a un gouvernement... Non, il n'y a pas de vide juridique, voilà. Il y a un gouvernement qui traite des affaires courantes. Et la République n'est pas placée au coma, et la République est fonctionnelle. Alors, entre-temps, du côté de l'Assemblée nationale, on attend voir le bureau définitif s'installer, parce que sans bureau définitif, on ne sait pas investir le gouvernement qui sortira du travail qui est fait par la première ministre Souminois. Placé à la guerre des ambitions au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que ce n'est pas encore une manière de bloquer la machine pour que les choses n'avancent pas? Écoutez, lorsqu'on installe les bureaux provisoires de l'Assemblée nationale, ici la mission a été, conformément à la constitution réglementaire de l'Assemblée nationale, d'ailleurs de ficeler ou de rédiger un règlement intérieur. Ce règlement intérieur devait être soumis à la Cour constitutionnelle pour cette censure d'inconstitutionnalité. Après avoir scruté les fautes en comble de ces règlements intérieurs, les règlements intérieurs est rentré au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, c'est un règlement intérieur traité de conformité à la Constitution. Il est dit 5 jours après que vous ayez le rapport de la Cour constitutionnelle, il faut organiser... Bien évidemment. On est largement au-delà de 5 jours. Non, il fallait d'abord aussi diligenter des commissions qui devaient faire la répartition des sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Ce qui a été fait. Chose faite. Sur le 7 membres, je crois, on dit que l'opposition qui est, en tout cas pour cette législature, assez très minoritaire. Très minoritaire, bien évidemment. Elle aura droit au poste de rapporteur adjoint. C'est ce qui est fait par les commissions conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Maintenant, il reste les calendriers de l'élection des membres du bureau définitif. Entre-temps, il y a plusieurs qui se veulent président de l'Assemblée nationale. On peut citer 2-3 noms. Par exemple, M. Christophe Mbosso Nkolia qui veut revenir
comme président de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe est cité pour revenir aussi, même si c'est depuis 2009 qu'il avait été en ce temps président de l'Assemblée nationale, lorsqu'il a quitté pour ce que nous connaissons tous à l'époque. Il y a aussi Modeste Bahati Lukwebo, le professeur Modeste Bahati, chef de file de l'AFDC, qui est cité parmi ceux qui ambitionnent de prendre le poste de la présidence de l'Assemblée nationale. Les trois noms, qu'est-ce qu'il faut dire sur ces personnages-là? Écoutez, déjà pour l'honorable Bahati ne peut pas confondre les parlements comme c'était une chambre ou sa maison qu'il devait changer les chambres. Il a été déjà président du Sénat. Président du Sénat, ça suffit. Pour ce qui concerne... Ça, c'est votre avis? Ouais. Je dis le Parlement n'est pas sa maison où il doit à tout moment changer de chambre. Il a été à la chambre haute, ça suffit. Il a fait son époque. Il est député national. Il doit siéger au niveau de l'Assemblée nationale. Mais le reste dépendra de l'arbitrage du chef de l'État. Pour ce qui concerne l'honorable Christophe Mbosso, moi je pense que ça suffit. Nous ne sommes pas au Cameroun. Nous ne sommes pas dans un régime de la gérontocratie. Aujourd'hui, s'il faut parler de son bilan à la tête de cette chambre, il a un bilan mitigé. Vous êtes journaliste d'investigation, vous pouvez faire une enquête empirique, poser la question dans les chefs, même des administratifs, au moment où je vous parle, il y a 3 mois d'arriéré. Au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale. Donc la gestion est déjà opaque. Quand vous allez aujourd'hui, les administratifs ont l'habitude d'être pris en charge par les transports du palais du peuple, les bus qui sont là. Les bus n'ont pas de carburant. Et ces administratifs souffrent. Nous avons l'habitude comme politique d'échanger avec eux. Même ces administratifs jurent pour son départ. Vous devez savoir que l'honorable Mbosso a transmis, transformé cette chambre à une gestion de la familiotocratie. Excusez-moi ces termes. C'est son fils qui est son directeur de cabinet. On doit éviter de jouer avec la République jusqu'à ce niveau. Lorsqu'il... ça, j'apprends ça. Je vous informe, c'est vérifiable. Lorsqu'il tient coûte que coûte à revenir comme président de l'Assemblée nationale, il a bénéficié de la miséricorde du président de la République pour être président de l'Assemblée nationale. Ça suffit. Qu'est-ce qu'il a fait pour le président de la République? Il est membre du présidium, est-ce qu'il a battu campagne? Il a défendu les intérêts de l'Union sacrée. Quel intérêt qui est en danger? Au niveau de l'Assemblée nationale. On ne refuse pas, mais ça suffit. Qu'est-ce qu'il a fait pendant la campagne du chef de l'État? Ici en 2023, son âge ne le permettait pas. Il est du Congo. Il a bâti campagne pour le président de la République. Où? À Kenge. La province du Congo seule a 5 territoires. Est-ce qu'il a sillonné les 5 territoires? Beaucoup disent qu'avec Christophe Mbosso, le chef de l'État pouvait dormir sans se soucier d'une démarche contre son pouvoir au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, je ne pense pas que le chef de l'État a tous les services de sécurité. Le chef de l'État n'est pas très redevable à l'honorable Mbosso. Il est élu député national, il doit se reposer au niveau de l'Assemblée nationale. S'il a des ambitions à être sénateur, je ne sais pas s'il a déposé sa candidature, se reposer. Mais cependant... Je dis, s'ils ne sont pas dans le régime de Paul Biya... L'idée de vouloir se présenter à nouveau, il en a le droit. Ça, c'est une idée de péremption. Oui, c'est constitutionnel, mais j'insiste qu'on ne veut plus de Paul Biya à la tête de l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas dans un régime de gérontocratie. Alors, qu'en est-il de Vital Kamerhe? Parce que lui également, son nom est cité. Écoutez, ici, je ne viens pas imposer à M. le Président de la République de désigner coûte que coûte l'honorable Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale. Il en a les profils. Il en a les profils. S'il faut ressasser l'historicité de son alliance avec M. le Président de la République, vous devez savoir qu'en 2018, vous connaissez l'histoire politique de ces pays, honorable Vital Kamerhe, qui a été 3e aux élections de 2011, a sursis ses ambitions pour faire les tandems avec le président de la République, Félix Tshisekedi. Et il l'a accompagné même dans sa tournée pendant la campagne présidentielle de 2018. Il a été partout avec les chefs de l'État, pendant que tous ceux qui veulent à tout prix créer des ragots, envoyer des badauds
des intellectuels inaptes dans les médias pour saper l'honneur de l'honorable Vital Kamerhe ne connaissent pas l'histoire. Les chefs d'État le savent. Moi, je n'impose pas au président de la République, coûte que coûte, d'imposer son tempo pour désigner l'honorable Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale. Pour vous, c'est un très bon choix. Il en a les profils. Il en a les profils. Il a été directeur du cabinet chef de l'État, vous le savez, ministre de la Communication. Du point de vue CV, il a un CV garni, mais il est un allié sincère de M. le Président de la République. Pendant la campagne ici de 2023, vous l'avez vu partout. Tout ça pour chercher que le Président de la République soit réélu. Tous ceux qui réclament n'avaient pas cette force. Et Vital Kamerhe s'est sacrifié de façon honnête pour chercher comment les chefs de l'État pouvaient être réélus, chose faite. Justement, c'est là où j'en appelle à M. le Président de la République de faire son arbitrage. De ne pas suivre tous ces chop-chopistes qui l'entourent, tous ceux qui veulent forcer sa main, tous ceux qui montent des faux dossiers contre l'honorable Vital Kamerhe, tous ceux qui financent des presses écrites pour salir la réputation de l'honorable Vital Kamerhe. Mais il revient à la... C'est devenu d'ailleurs monnaie courante. C'est là où je dis, ça revient maintenant à la conscience de M. le Président de la République de faire cette étude comparative. Mais pour beaucoup, le contexte actuel veut que celui qui est président de l'Assemblée nationale soit un fidèle allié au président de la République. Je ne refuse pas. Pour beaucoup, Vital Kamerhe ne serait pas à 100% fidèle. Ça sont des procès d'intention, ça sont des jaloux, des prophètes des malheurs qui ont juste peur de l'honorable Vital Kamerhe. Parce qu'en 2028, les chefs de l'État ne sont pas en 2028. Ça sont des prémonitions très négatives. Les ambitions, ça se travaille. Ce n'est pas un problème. Mais les chefs de l'État, c'est le connaît. Vous savez que le chef de l'État est très bien informé. Il a tous les services. Maintenant, je sais parce que tout le monde, dans ces pays, tout le monde est assoiffé des postes. Ils font des ambulatoires pour détruire la réputation de l'honorable Vital Kamerhe. Moi, j'en appelle à la conscience du président de la République d'apprécier, de faire l'arbitrage. Comme nous sommes membres de l'Union sacrée, toute décision du président de la République, nous allons tempérer à cette position. Et moi, j'en appelle à M. le Président de la République de faire cette approche d'historicité, de savoir tous ceux qui veulent faire monter les enchères aujourd'hui n'étaient pas avec lui. Quand Kamerhe et Tshisekedi souffraient pendant la campagne de 2018, il a été avec les chefs de l'État en 2021 partout. Mais c'est lui qui envoie des intellectuels inaptes aux médias pour saper l'honneur de l'honorable Vital Kamerhe. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que réellement les chefs de l'État est redevable? C'est quoi la redevabilité que les chefs de l'État à l'endroit de l'honorable Vital, de l'honorable Mbosso? Pour vous, sur les trois noms, Mbosso, Mbosso doit éviter, le choix idéal. Mbosso doit éviter à vouloir à tout moment insister à revenir. Le chef de l'État n'est pas redevable à lui. Il a bénéficié de la miséricorde du chef de l'État comme président de l'Assemblée nationale. Les bilan est calamiteux au niveau de l'Assemblée nationale. Même les administratifs réclament son départ. Je sais que les chefs d'État, en suivant cette émission, il a les services. S'il interviewait les services vont demander au monsieur le Président de ne pas accorder à l'honorable Mbosso de rempiler. Les administratifs de l'Assemblée nationale, ce sont eux qui ont voté les chefs de l'État. De façon unanime. Et les chefs de l'État, ses compatriotes qui ont souffert avec lui, ne peut pas accepter que ses compatriotes qui sont membres de cette administration souffrent. Mais moi, je pense que ça, c'est pas accompagner les chefs de l'État. Est-ce qu'au niveau de l'Union sacrée de la nation, dans la configurature actuelle, l'UDPS est allié et sa mosaïque qui est première force politique, l'UNC qui s'est rattrapé, qui dévance l'AFDC. Est-ce que dans cette nouvelle configuration, Vital Kamerhe fait l'unanimité? Est-ce qu'il est accepté par les uns et les autres? Bon, monsieur Alain, j'ai dit, nous sommes dans les systèmes politiques où c'est les chefs de l'État. En latin, on l'appelle les prekimpens. C'est-à-dire, c'est lui le maître de jeu. C'est au président de la République de décider. Je pense que lorsque les chefs de l'État vont imposer l'épée de Damoclès, tout le monde sera dans le devoir de se soumettre, d'obtempérer au choix de M. le Président de la République. Ceux qui craignent que Vital Kamerhe soit un allié qui peut se retourner contre le président, puisqu'ayant sans doute des ambitions de postuler à la présidentielle en 2028, quelle réponse donnerez-vous à ces personnes-là? Il a été ici arrêté dans les procès 100 jours, acquitté,
lavé par la justice de la République démocratique du Congo. Vous ne l'avez pas tenir des propos biscornis à l'endroit du chef de l'État. Il est resté fidèle à son allié d'historicité. Vous l'avez vu ici. Une fidélité peut-être parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est encore au pouvoir. Je ne pense pas. L'honorable Vital Kamerhe, c'est un chrétien, c'est quelqu'un de très bien éduqué. Il est là. Il est chef d'État lui-même dans certaines de ses sorties médiatiques. Il en a dit que Kamerhe était juste une victime expiatoire. Victime expiatoire, pour rien. Ceux qui veulent se dire aujourd'hui, Tshisekedi se plie ses Kamerhe, ce sont tout simplement des flatteurs qui n'ont pas été avec les chefs d'État en 2018, qui n'ont pas bâti campagne de façon active en 2023. Et vous pensez peut-être que... Mais qui veulent à tout prix revenir, c'est grave, c'est une honte. Vous pensez que... Tout à l'heure, là, je crois que vous avez répondu à cette question, mais pas très bien comme je le souhaitais. Vital Kamerhe, qui postule à la présidence de l'Assemblée nationale, aura plus de voix et la confiance également de ses pairs. Il sera élu, croyez-moi. Lorsque le chef d'État va mettre la carte sur table que c'est Kamerhe, retenez qu'il sera élu. Est-ce que Tshisekedi devrait craindre Kamerhe, comme beaucoup le disent? Non, il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de... Kamerhe n'est pas rebelle, Kamerhe n'est pas Corneille Nangaa, Kamerhe n'est pas M23. Tout simplement, ceux qui sont là pour chercher la division, c'est inutile. Il est allié du chef de l'État avec des députés, membres de l'Union sacrée, suivant l'idéologie et la vision du chef de l'État. C'est tout simplement... En politique, il faut savoir que c'est le jeu d'intérêt. Tout le monde cherche comment se positionner. Alors pour se positionner, surtout dans ces pays, les gens ont plus l'habitude de vouloir saper l'honneur, ternir l'image des autres. Moi, je sais très bien. La presse peut-être pour nuire. Voilà, moi je sais que le chef d'État fera son arbitrage. Mais par rapport au profil au niveau de l'Assemblée nationale, je dis, Kamerhe a un profil. Pour l'honorable Bahati, comme je l'ai dit, que le Parlement n'est pas sa maison pour qu'il change des chambres. Donc pour vous... Oui. Pour l'honorable Mbosso, je le réitère, je l'insiste, il doit avoir honte. Parce que sa gestion déjà au niveau de l'Assemblée nationale est une gestion très calamiteuse et que cette chambre législative n'est pas sa maison pour qu'il place sa famille, ses enfants tout autour de lui et il chasse les compétences. Tout ça pour chercher une santé financière. Rien d'objectif. Si Vital Kamerhe n'est pas élu président de l'Assemblée nationale, ça ne dérangerait pas l'UNC? Je ne pense pas que ça sera de l'apocalypse. Ce ne sera pas de l'apocalypse. C'est les chefs d'État qui en décident. Il faut plus aimer le Congo qu'être obsédé à des fonctions. C'est cette obsession de rester à tout moment... Au lieu de voir Congo, voir que les personnes. Voilà. Cet esprit d'avoir l'obsession à tout moment de rester dans les postes, c'est cet esprit qui émaille les présidents sortants Mbosso. Alors, je voudrais quand même qu'on passe cette étape pour parler rapidement autre chose. Comment se porte actuellement l'UNC qui se place comme deuxième force politique actuellement? Écoutez, les partis indemnes... C'est une très belle performance. Oui, hein, les partis indemnes, le climat est bien. Et tout le monde est là à l'UNC. Ici, je salue ceux qui sont très bien élus. Et son Excellence Aimé Bourgi Sangara, actuel ministre d'État au budget, qui est revenu comme député national. Bien évidemment, ça c'est un lieutenant honnête. Élu dans le Sud Kivu. Oui, lieutenant honnête du Monsieur le Président de la République. Lui également, à plus d'une fois, ça a été annoncé, où il y a eu des rumeurs comme quoi il n'y avait pas entente avec Vital Kamerhe. Non, ça sont de... Vous savez, dans la technocritique des chefs d'autorité, il y a toujours des jaloux. Et Bourgi... c'est quelqu'un de très sérieux. Il n'a même pas de problème au niveau de l'INC. C'est quelqu'un qui reste membre du parti. Il est membre, mais élu par quelle liste? Et qui n'est pas déjà en train de créer son propre parti à côté. Je suis proche de son Excellence Aimé Bourgi. Il n'a pas de parti politique. Ce sont des procès d'intention. Autant Kamerhe vis-à-vis de Tshisekedi, autant Bourgi vis-à-vis de Kamerhe. Je dis, l'honorable Vital Kamerhe est très fidèle par rapport à tous ces profiteurs. L'honorable Aimé Bourgi, il en est de même. Il en est de même. D'ailleurs, ce sont parmi les gens qui se sont sacrifiés pour l'électorat de M. le Président de la République.
Alors, on va parler également du profil des membres du gouvernement. Est-ce qu'il faut tenir compte de cela? Parce que ça se dit de plus en plus qu'il faut plus de critères, des critères sérieux pour le choix sur les membres du prochain gouvernement. Bien évidemment, c'est là où je sais que Mme Souminois a l'habitude aussi de suivre cette chaîne. Il va suivre ces petits conseils que je suis en train de soumettre à son appréciation. Que Mme Souminois, vous êtes chef du gouvernement, c'est vous qui portez la charge de ces pays. En tout cas, pour les profils des ministres, il faut tenir plus compte de la compétence et tenir compte de ceux qui ont les soucis de l'avancement de ces pays. Madame, chef du gouvernement... Plusieurs viennent bonnement avec des intentions comme ça. C'est là où je dis, c'est là où je sais que c'est une dame très répressive. Ceux qui vont jouer vont aller au cachot. Ils seront arrêtés, ils seront maîtrisés. C'est là où j'en appelle à madame, chef du gouvernement, de ne pas subir la pression, de faire un filtrage sérieux, de presser les CV de ceux qui seront membres du gouvernement, qui vont l'accompagner. Parce que si ces collaborateurs qui seront membres du gouvernement ne l'accompagnent pas, Madame Souminois va subir la tangente populaire. Et moi, je voudrais bien que l'histoire de Madame Souminois comme chef du gouvernement puisse être inscrite dans les marbres de la République, dans les sens positifs. Il y en a qui ne veulent pas que les anciens membres du gouvernement reviennent dans l'équipe Souminois. Non, ça c'est pas la raison. Il y a des membres du gouvernement, Samalou Kondé, qui se sont démarqués, qui sont intelligents, qui sont compétents, qui peuvent revenir, qui sont intelligents, qui sont compétents. Ici, je ne vais pas faire la promotion des membres du gouvernement, mais dans ce gouvernement, les chefs d'État l'ont cité. Il a parlé des ministres Eliaou, Emeboji. Il y en a qui parlent notamment de Mouyaya aussi. Oui, Mouyaya. Emeboji, Mouyaya, Eliaou sont des gens qui se sont démarqués, vous voyez, par leurs compétences et par la sérosité, par la fidélité, la confiance en M. le Président de la République. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi être, disent d'autres, de bonne moralité. Mais les gens que je viens de vous citer, normalement, sont des gens de bonne moralité. Et mes beaux jeux dit une moralité irréprochable. Liaou, mes mamans. Mais je vais vous dire une chose, messieurs. Nous sommes dans ces pays, dans chaque ministère, il y a toujours des agents de sécurité. Ces agents de sécurité contribuent aux informations journalières de la République, de la gestion de la République. Allez poser la question. Je dis à des gens, moi je ne connais pas tous les membres du gouvernement, c'est dont mon attention était fixée, c'est ce dont je venais de citer nommément dans le cadre de cette émission. Donc je crois que ça ne sera pas un crime de lèse-majesté de reconduire les anciens membres du gouvernement, que Madame chef du gouvernement a été ministre, elle connaît aussi, et d'ailleurs elle était ministre du plan. Ministre du plan, voilà, elle connaît un portefeuille de planification. Voie de planification, elle connaît qui est compétent, qui ne l'est pas. Alors, on parle également de la taille du gouvernement. Est-ce qu'on ne devrait pas descendre à 45? D'autres parlent de 50, 55. Est-ce que les partis politiques ne devraient pas se sacrifier? Les partis politiques ne sont pas au-delà de la République démocratique du Congo. Ça sont des propositions des chefs des partis politiques qui sont émaillés par la gloutonnerie. Mais il reviendra au président de la République et les chefs du gouvernement, Mme Souminois, d'imposer leur veto pour la taille du gouvernement. Vous pensez qu'on devrait s'arrêter à combien? Moi, je pense que 45, ça suffit. Vu la taille de la RDC, il faut 45. Il faut aussi regrouper certains ministères. Surtout ça. Par exemple, économie et finances. Économie et finances. Comme au Congo-Brazzaville. Voilà, il faut regrouper certains ministères pour éviter assez de dépenses. Ou encore parce que, économie et commerce. Bien évidemment, parce qu'on a parlé aussi, il faut rétrécir les dépenses ou la charge au niveau des institutions de la République. Pour les cabinets ministériels. Pour les cabinets ministériels. Moi, je pense qu'il faut faire ces couplages de certains ministères, confier ça à une personne de compétences. Aussi, la compétence au niveau des membres du gouvernement dépend aussi de leur cabinet. Aussi, ceux qui seront désignés ministres, de ne pas avoir des technostructures de complaisance. Pour composer leur cabinet. Voilà. De mettre des intelligences qui doivent les accompagner, en tout cas pour que leur nom aussi puisse être inscrit dans les marbres de l'histoire de ces pays. C'est dans ce contexte-là. Jean-Pierre Bemba Gombo, par exemple, Vital Kamere,
est-ce que vous pensez qu'il devrait revenir au gouvernement ou Jean-Pierre va rester? Parce que pour beaucoup, les poids lourds de la politique ne devraient pas être dans le gouvernement. Ces personnes-là dérangeraient ou encore se poseraient en leader sur la première ministre. Je ne pense pas, mais c'est membre du gouvernement que les gens disent s'imposer au leader face au premier ministre. Et avec Samalou Condé, est-ce qu'ils ont assujetti Samalou Condé? Est-ce que vous pensez que Mme Siminola est facile à être assujettie? Je ne pense pas. Ça sont des fausses analyses. Les chefs du gouvernement restent chefs du gouvernement. Vous n'allez pas imposer, vous êtes membre, vous êtes chef d'un département ministériel, imposer au Premier ministre. Non. Moi, je ne pense pas que, je ne crois pas. C'est une femme de fer. Elle a étudié en Europe, elle a évolué en Europe. C'est une femme décomplexée. Je ne crois pas. Et je ne suis pas certain. Vous allez imposer comment? Parce que le Conseil des ministres est présidé par les chefs de l'État. Les premiers ministres font rapport de chaque département ministériel au président de la République. Ça, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Faisons confiance. Accompagnons Mme Siminois dans ses responsabilités. Combien de femmes à peu près dans le gouvernement, au cas où on a 45 personnes? En tout cas, il faut placer des femmes compétitives, des femmes intelligentes. 30% sur 70. Bon, ça c'est pas une obligation. Le problème ici, c'est de placer des intelligences et des gens compétents. Ce qui nous importe ici, c'est payer des gradés. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Voilà, il faut, en tout cas, la tête doit fonctionner. On doit éviter ce système de chancelleries dans ces pays. Il faut filtrer comme en France, où on ne peut pas, vous ne pouvez pas devenir, mais vous rêvez bon matin, vous avez une prophétie d'un faux pasteur, vous pensez à tout prix devenir ministre dans ces pays. Non, c'est faux. Moi, je pense que Mme Siminois doit tenir compte des compétences, moralité, de l'éthique, de tout un chacun, de par les profils de liste que les chefs des partis politiques vont déposer pour désigner les chefs des partis avoir aussi un parcours de plus de 5 ans limite. Bon, écoutez, c'est aussi bien. On ne peut pas, quelqu'un qui n'a jamais été un chef de quartier, qui n'a jamais été conseiller dans un cabinet ministériel, devienne comme un cheveu dans la soupe, comme ministre. Moi, je pense que Mme Siminois, déjà, je crois qu'elle a quand même un cabinet provisoire aussi sérieux, avec le cabinet chef d'État, avec qui vont scruter, qui feront les derniers rapports au président de la République, et le chef d'État va décider dans son pouvoir discrétionnaire de désigner les membres du gouvernement. Alors, les ambitions futures pour notamment l'UNC, parce que vous êtes de l'UNC, le pouvoir, la politique, c'est aussi avoir le pouvoir. Quel rôle pensez-vous que l'UNC devrait jouer jusqu'en 2028? De toujours accompagner le chef de l'État pour la réussite de son quinquennat? La politique, c'est... Le professeur Léon Dimoula de la science politique à la faculté de droit définit la politique comme un monde magique, aléatoire, un monde d'intérêt, un monde de concessions. Certes que l'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir les pouvoirs et de le préserver le plus longtemps possible. Lorsqu'on parle de conquérir les pouvoirs ne voulait pas dire être seulement chef de l'État. Conquérir les pouvoirs, c'est aussi chercher à être nommé ministre, mandataire, membre du cabinet du chef de l'État. C'est une très mauvaise définition que les gens ont de conquérir les pouvoirs. Parce que accéder au pouvoir, il y a les modes d'accession au pouvoir. On parle de l'élection, on parle de la nomination, qui sont des modes d'accession. Moi, les coups d'État, je ne les prends pas, et je ne partage pas cet avis des doctrinaires comme un mode sérieux. Ça détruit une nation. Voilà, je ne trouve ça comme un mode sérieux d'accession au pouvoir. Il y a la nomination, il y a ne sont pas les systèmes ici des dynasties, il n'y a pas la cooptation, ici il faut négliger ça. Je parle aussi des nominations. Donc c'est ça aussi l'objectif d'un parti politique. C'est pas seulement être... À l'UDPS aussi, d'après ce qui se dit, de faire des concessions, de savoir qu'il faut partager avec les autres et ne pas vouloir avoir la part du lion, comme on dit. Bon, moi je pense que ce sont nos analyses. Les pouvoirs reviendra, je l'insiste, nous sommes dans un système où les chefs d'État, constitutionnellement parlant, est renforcé de beaucoup de pouvoirs. Sur le chef de l'État, bon, il a aussi sans doute la pression de son parti politique. Bon, les chefs d'État ne fonctionnent pas sur base de pression. Vous voyez, vu la dimension de ces pays... Ne devrait pas fonctionner comme ça. Non, ne devrait pas. Nous sommes dans un pays aussi, vous savez, il y a la guerre, il y a des problèmes, il y a des fonctionnaires qui sont impayés. Les chefs d'État, je ne pense pas qu'ils ciblent la pression, ils décident de par la techno-situe de son gouvernement, de son cabinet, pour qu'il décide tel peut être tel. Mais moi je dis, tout reviendra au président de la République. Mais
Aussi un petit conseil, de faire aussi recours aux intelligences. Parce que dans ces pays, on estime pour être membre du gouvernement ou d'un cabinet ministériel, il faut coûte que coûte être membre d'un parti politique. Il faut aussi faire recours aux expertises pour que ces pays puissent évoluer. Normalement. Normalement. De nomination des personnes voilà. hors parti politique. Hors parti politique, mais qui ont des atouts, qui sont compétents, qui peuvent accompagner au départ de ces pays. Il n'y a plus qu'à dire bonne chance à Judith Souminois qui doit en tout cas, mettre en place son gouvernement. Je dis à Mme Souminois bonne chance. Mais Mme Souminois doit aussi avoir une très bonne équipe de la communication. Ils doivent l'accompagner pour rendre ses actions lisibles et visibles. Je martèle sur cet aspect. Elle devrait apprendre aussi des erreurs de Sama Lukonde. Voilà, de marteler, je martèle que Mme Souminois doit avoir une très bonne équipe de la communication. C'est très important. Merci à vous, Childéric Ndossa. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Un mot de la fin, un petit message, parce que les chefs d'État suivent. À l'occasion de cet entretien, à l'occasion de cet entretien, j'en appelle à Monsieur le Président de la République, pour ce qui concerne les parlements de la RDC, la Chambre basse de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président de la République, vous devez, on ne vous impose pas, de faire le plus vite que possible, de désigner un ticket pour la gestion de cette Chambre législative. Monsieur le Président de la République ne soit pas contraint par les discours mensongers de tous ceux qui viennent pour calmonner, pour monter des faux dossiers contre les autres. Monsieur le Président de la République, souvenez-vous, en 2018, l'honorable Vital Kamerhe a saisi sa ambition pour vous accompagner pendant que tous les tchop-chopistes n'étaient pas avec vous, qui étaient contre vous. Monsieur le Président de la République, vous le savez, Vital Kamerhe a été arrêté dans les procès 100 jours. Beaucoup de gens se disaient que Vital Kamerhe va créer de l'apocalypse. Il a préservé les secrets. Il est resté fidèle à vous. Merci. En 2023, il a sillonné la RDC pour vous accompagner dans l'objectif de vous donner le deuxième mandat, chose faite. Monsieur le Président de la République, sachez que les administratifs de l'Assemblée nationale sont les Congolais quinois qui vous ont désigné, qui vous ont voté. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, sous la gestion de la gérontocratie, de Paul Biya à la tête de cette chambre, il y a 3 mois d'impayement. Les bis sont immobilisés par manque de carburant. Monsieur le Président de la République, accepteriez-vous de faire empiler la gérontocratie? Là, vous plaidez, Paul Biya, vous plaidez en faveur de Vital Kamerhe à la tête de cette chambre. Merci. Monsieur le Président, à vous revient l'arbitrage. Merci à vous, Childéric Ndossa, membre du parti UNC, Union pour la Nation Congolaise, parti cher à Vital Kamerhe. Vous êtes avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, assistant à la faculté de droit. Bien évidemment. Dans l'une des grandes, ou si pas première grande université de la Absolument. République, l'université de Kinshasa. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à très bientôt sans doute pour un autre entretien. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur. Alain Ali. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés derrière les caméras, à la régie également pour que vous ayez cet entretien. Merci et portez-vous bien. À très bientôt pour un nouveau numéro sur votre chaîne.